Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 8 septembre. Voici les titres. Rencontre au début de ce journal avec un rescapé de l'enfer syrien. Il s'appelle Naja Al-Boukaï. Cet artiste a été arrêté dans son pays pour avoir participé aux manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Emprisonné puis torturé, il a réussi à s'en sortir. Réfugié en France, il dessine désormais ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu. Une semaine après la rentrée, le désarroi d'une soixantaine de familles vendéennes. Elles se retrouvent sans AVS, sans auxiliaire de vie scolaire. Une aide pourtant importante pour que leur enfant puisse suivre une scolarité correcte. Les besoins sont reconnus, mais les recrutements tardent à se finaliser. Et puis un institut supérieur de tourisme a ouvert ses portes au Sables d'Olonne. Il accueille des élèves de BTS, mais aussi une antenne de l'université d'Angers qui propose 2 licences tournées vers le tourisme, le littoral et le nautisme. Des cursus qui seront complétés à l'avenir par 2 masters. C'était il y a tout juste un an, face aux images de migrants traversant la Méditerranée. Un élan de solidarité se mettait en place dans toute la France. Des particuliers, des communes, des associations proposaient leur aide pour accueillir ces hommes, ces femmes et ces enfants fuyant leur pays. La France s'est d'ailleurs engagée auprès de l'Europe à accueillir sur 2 ans 24 000 réfugiés. Parmi ces migrants, il y a Naja Al-Boukaï. Il a quitté la Syrie il y a tout juste un an avec sa femme et sa fille. Cet artiste était professeur de dessin. Il a pris part aux manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Désormais installé en Vendée, Naja Al-Boukaï a décidé de prendre le crayon, non pas pour écrire, mais pour dessiner et raconter l'enfer syrien. Car si lui a réussi à s'en sortir, au moins 60 000 personnes auraient été arrêtées, emprisonnées et torturées à mort dans les prisons syriennes. Rencontre signée Cyril Guillet. Pendant les interrogations, ils accrochaient les gens par leurs mains, avec des menottes sur le mur, pour retirer des aveux, des informations. Naja Al-Boukaï est un des rares dessinateurs syriens à être sorti vivant des prisons de Bachar el-Assad. Incarcéré à plusieurs reprises pour avoir manifesté à l'occasion du printemps arabe, dans ses geôles, il a connu la torture et côtoyé la mort. Ils faisaient les tortures devant les prisonniers. Et même ils obligeaient des autres prisonniers à donner un coup de main au bourreau pour tenir les chaises de torture ou les tapis volants. Le tapis volant, c'est une sorte de 2 planches de bois. On allongeait un prisonnier là-dessus. On commence à plier le prisonnier. Après avoir vécu l'insoutenable pendant plusieurs mois, il sera libéré grâce à sa femme et sa famille. Ils fuiront la Syrie le 5 septembre 2015. Depuis, ces images de torture et ces cadavres qu'il a été obligé de transporter restent gravés dans sa mémoire. Donc cette scène qui doit se dérouler chaque jour devant mes yeux, j'ai commencé à la dessiner avec un crayon de bille, Et là, j'arrive pas à m'en sortir en fait de ces dessins. Mais en même temps, c'est une sorte de, je sais pas, d'évacuation, de psychothérapie. Depuis, il remplit son carnet en espérant peut-être alléger un peu sa mémoire de ces images atroces. Dans son travail, la couleur a laissé place aux nuances de gris et au noir. Il n'y a plus de couleur. J'ai essayé plusieurs fois de me remettre à la peinture avec des couleurs assez vivantes, en se disant que voilà, si je mets encore des couleurs, ça va me libérer, ça va me calmer, ça va me soigner à l'intérieur. Mais de petit à petit, je reviens à utiliser les couleurs sombres et les graphites. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps, oui, bien sûr. L'œil rivé sur les informations, sa femme, sa fille et lui n'attendent qu'une chose, que la guerre en Syrie cesse pour qu'ils puissent enfin retrouver le reste de leur famille et leur pays. Et des histoires comme celle de Naja Al-Boukaï, il en existe des milliers, elles sont toutes uniques, des témoignages de migrants, d'exilés, de réfugiés qu'il sera possible d'entendre ce week-end à Saint-Benoît-sur-Mer. Merci d'être venu, c'est le nom de cet événement organisé pour la première fois en Vendée. C'est un collectif de conteurs et de conteuses qui en est à l'origine. Au programme, la projection d'un documentaire sur la migration en Europe, mais aussi des échanges et la présentation d'un conte musical qui raconte l'histoire d'un enfant qui fuit la Syrie pour l'Europe. Écoutez l'un des représentants du collectif exclu.
Aujourd'hui, l'exilé dans les médias, c'est un chiffre, c'est un paquet, mais ce ne sont pas des êtres humains, ce sont pas des paroles, des témoignages. Et on s'est dit, nous, en tant que conteurs, qu'on allait poser cette parole-là, c'est-à-dire faire témoigner des exilés, mais aussi raconter des histoires d'exilés pour mettre de la chair sur ces réalités qui sont complexes et qui nous interrogent tous en tant que citoyens. Et ce rendez-vous, merci d'être venu, est organisé donc ce samedi à Saint-Benoît-sur-Mer. Dans le reste de l'actualité, cette journée de grève dans l'éducation nationale, une semaine tout juste après la rentrée. Les syndicats avaient appelé à une journée d'action contre la réforme du collège entrée en vigueur cette année. À La Roche-sur-Yon, un rassemblement était organisé place Napoléon. Il n'a rassemblé qu'une quinzaine de personnes. Des manifestants qui dénoncent le manque de moyens mis en place pour accompagner cette réforme, notamment dans les classes d'enseignement adaptées. Les moyens qui sont affectés en SECPA n'existent pas. À croire que la SECPA ne fait pas partie des collèges. On peut aussi douter de l'efficacité de diminuer les heures de cours. Nous, on pense que plus les élèves dans les catégories socio-professionnelles sont en difficulté, plus ils ont besoin de l'école pour apprendre. Le troisième constat que l'on pourrait faire, c'est qu'en fait, tout au moins en Vendée, les effectifs de classe en collège sont très importants. Nous demandons tout simplement une abrogation de cette réforme avec une vraie réflexion sur une lutte la plus efficace possible contre l'échec scolaire. Je ne crois pas qu'en maintenant des effectifs aussi importants dans chacune des classes, nous pourrons réduire les inégalités sociales telles que la ministre le pense. Une rentrée scolaire critiquée aussi par plusieurs familles en Vendée. Cela concerne cette fois les AVS, les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent en classe les enfants en difficulté et en situation de handicap. Une semaine après la rentrée, certains parents se retrouvent dans l'attente. Aucune AVS n'a été recrutée pour aider leur enfant à l'école. Ils ont pourtant une notification qui reconnaît un besoin d'accompagnement, mais les recrutements ne suivent pas. Alix Lanos. Clément a 11 ans et souffre de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Depuis plusieurs années, il est accompagné à l'école par une AVSI, auxiliaire de vie scolaire individuelle. À quoi ça sert une AVS ? À m'aider. À t'aider à quoi ? À me concentrer, pour bien travailler, et pour bien faire ce que la maîtresse dit. Problème, pour sa rentrée en 6e, comme 5 autres enfants de son collège, Clément n'a personne pour l'accompagner. J'ai su qu'il n'avait pas d'AVS le jour de la rentrée. Je prends les numéros de téléphone des personnes qui sont censées nous l'attribuer, j'appelle et on ne répond pas. Et là, la colère, elle monte, elle monte, elle monte. Mais moi, je suis menacée de faire un référé. Oui, non, mais ça, par contre, je pense que si vraiment on n'a pas de solution, c'est ce qu'on va faire. Les parents de Corentin sont dans la même situation. Sourd profond depuis sa naissance, le petit garçon de 12 ans a de très bons résultats scolaires, mais une aide extérieure lui est indispensable. Corentin, il entend, puisqu'il a été implanté en 2009. Par contre, il n'a pas entendu de 0 à 5 ans. Donc maintenant, tout le langage qu'il n'a pas eu de 0 à 5 ans, il faut tout lui reformuler. Donc en fait, Corentin a besoin de quelqu'un pour tout ce qui est reformulation, en histoire géo, en français, des mots tout simples qu'un enfant de 0 à 5 ans connaîtrait, lui, il faut lui reformuler. Corentin et Clément ont tous deux une notification de la MDPH, maison départementale pour personnes handicapées. Selon la loi de 2005 sur le handicap, ils sont donc en droit d'être accompagnés dans leur scolarité. Alors, recrutement bloqué ou retardé, les parents attendent des explications sur la situation. Il y a pénurie d'AVS, admettons, il y a vraiment un gros problème au niveau de l'inspection académique. C'est pas dur de nous réunir tous, les parents, si on est 50, et de nous expliquer les problèmes, plutôt que de nous fuir, parce que du coup, tout le monde nous fuit. On n'a aucune réponse à nos questions. En Vendée, 712 enfants sont accompagnés par des auxiliaires de vie scolaire pour cette rentrée. Mais comme Clément et Corentin, ils sont encore une soixantaine à être dans l'attente. Et face au désarroi de ces familles, l'inspection académique de Vendée répond. Elle indique qu'une réforme du statut des AVS est en cours et c'est ce qui complique les recrutements. Jusqu'à présent, les contrats proposés étaient en effet des contrats aidés à durée limitée et précaire. Le gouvernement a décidé au printemps dernier de pérenniser ces postes en proposant désormais des CDD, un changement de statut qui a freiné les embauches. Écoutez Gilles Fardin, chargé de la scolarisation des personnes handicapées à l'inspection d'académie. Là, il a été décidé effectivement donc, de transformer un certain nombre de postes en contrats aidés en postes en CDD. Ce qui, à un moment donné, nous a obligés à redéfinir les modalités de recrutement et qui a généré un peu de retard.
tout ça est en train de se réguler sur cette rentrée scolaire, avec du retard, et on est effectivement désolé du retard pris, mais les personnes sont auditionnées, recrutées, les contrats sont en cours de réalisation, et logiquement, d'ici une dizaine de jours, on devrait pouvoir revenir à une situation normale. Et notez que les parents de Corentin que vous avez vu dans le reportage ont appris ce jeudi en fin d'après-midi qu'une AVS avait été recrutée. Elle devrait accompagner le jeune garçon au collège d'ici 8 à 10 jours. On ouvre une page sport. À présent, la flamme olympique brille à nouveau à Rio. Les 15e Jeux paralympiques d'été ont été officiellement lancés ce mercredi avec une cérémonie d'ouverture organisée au stade Maracana. Pendant 10 jours, quelques 4300 athlètes du monde entier vont tenter de décrocher une médaille. Dans la délégation française, il y a 3 Vendéens. Ils s'apprêtent à entrer en compétition. Début des épreuves de tennis fauteuil ce vendredi. Stéphane Houdet vise une 4e médaille olympique après l'or, l'argent et le bronze aux JO de Pékin et de Londres. Première longueur ce vendredi aussi pour la nageuse lyonnaise Anaëlle Roulet. Elle participe à ses 2e Jeux. Ce sera d'abord le 50 mètres nage libre pour la jeune femme. Elle s'alignera ensuite d'ici la fin de la semaine prochaine sur le 100 mètres d'eau, le 100 mètres nage libre et le 400 mètres nage libre. Enfin dimanche, on suivra la paratriathlète Gladys Lemoussu, la licenciée du club de Saint-Jean-de-Mont, peut espérer monter sur un podium. Dans le reste de l'agenda sportif du football, ce vendredi soir au stade Massabielle, les joueurs des Herbiers reçoivent Quevilly pour le compte de la 6e journée de National. Les Vendéens n'ont remporté pour le moment qu'un seul match depuis le début de saison. Samedi et dimanche, ce sera le 11e triathlon international de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une compétition qui accueille la finale du championnat de France des clubs de 3e division. Ça se déroule du côté de la Grande Plage. En basket, en attendant la reprise des différents championnats, les clubs continuent leur préparation. Chavagnan-Pailly accueille ainsi samedi soir une rencontre amicale entre Nantes-Rezé et Angers, 2 équipes évoluant dans l'élite du basket féminin. Enfin dimanche, c'est le trail du Bol d'Air dans la forêt de Mervan. 3 distances proposées, 13, 25 et 50 km. Ça démarre à partir de 7h30. Le Vendée Globe, à 2 mois du départ, les skippers sont réunis depuis ce jeudi au Sables-d'Olonne pour 2 jours de briefing. Un stage obligatoire pour tous les inscrits, car avant de prendre la mer, l'organisation veut rappeler quelques consignes concernant principalement la sécurité, mais aussi former les navigateurs. Écoutez à Jacques Carès, directeur de course du Vendée Globe. Aujourd'hui, c'est le corps arbitral, les arbitres de la fédération qui sont présents et qui donc donnent de leurs spécifications aussi sur les fiches de contrôle pour la sécurité des bateaux. Donc c'est le premier échange qui va être suivi cet après-midi d'une formation vidéo et une formation photo pour les coureurs. Et demain, c'est plus la direction de course qui présente son plan de crise en cas d'avarie lourde. Et ensuite, ça finira l'après-midi par notre partenaire CLS sur la zone des glaces et les zones interdites sur l'Antarctique. 2 jours obligatoires. 2 jours obligatoires, absolument. Et le prochain rendez-vous pour les skippers, ce sera le 14 octobre. Ils devront avoir tous amarré à cette date leur bateau au ponton de Port-Olona pour l'ouverture le lendemain du village du Vendée Globe. Et à l'occasion de ce Vendée Globe, de nombreuses animations et rendez-vous seront organisés au Sables-d'Olonne en marge de la course. Mer Avenir, par exemple, veut en profiter pour sensibiliser le public aux enjeux de la mer. L'association a vu le jour il y a 2 ans sous l'impulsion de plusieurs organisations catholiques. Elle propose jusqu'à la fin octobre une exposition visible du côté du port de pêche des Sables-d'Olonne. Elle a aussi mis en place un cycle de conférences pour évoquer la pêche ou encore le changement climatique. L'homme et la nature et son environnement ne font qu'un. Je pense qu'il est nécessaire que l'on étudie beaucoup plus tout ce qui est le monde maritime pour y trouver notre juste place et limiter notre impact. On reste au Sables-d'Olonne où la station balnéaire veut développer un pôle universitaire. Elle accueille depuis cette rentrée une antenne de l'université d'Angers. Il est donc désormais possible aux étudiants de suivre un cursus au Sable. Pour le moment, 2 licences sont proposées, l'une tournée vers le tourisme et le nautisme, l'autre est consacrée au patrimoine et aux cultures littorales. Cet institut du tourisme regroupe également des élèves de BTS sur un site implanté en plein centre-ville. Visite des lieux et rencontre avec les étudiants, Grégoire de Châtillon. Pour démarrer la rentrée, une photo s'imposait. Ils sont près de 150 étudiants à découvrir leur nouvel établissement au cœur des Sables-d'Olonne.
En effet, après une année de travaux, la station balnéaire accueille à la fois des BTS et puis une première antenne universitaire dans ce magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle, devenu par la suite la sous-préfecture des Sables entre 1856 et 1981. Je me suis approprié les lieux qui sont vraiment géniaux, c'est tout neuf, c'est moderne. Le bâtiment, il est super joli et c'est plus des étudiants, alors qu'avant on était au lycée, du coup avec des plus petits, donc ça fait vraiment études supérieures. Donc là, c'est l'espace de convivialité où on va tous se retrouver en fait pendant les pauses. Donc on va pouvoir prendre un café, les cafés sont juste là, après on peut prendre à manger également. 11 000 mètres carrés pour l'Institut supérieur du tourisme avec donc deux structures autonomes, les BTS, tourisme et immobilier, provenant du lycée Sainte-Marie-du-Port à Olonne-sur-Mer, et les licences 3 de l'Estua de l'Université d'Angers avec deux formations différentes, tourisme et nautisme et patrimoine et culture littorale. Cette volonté de la Ville des Sables d'ouvrir des formations ici a été une occasion pour nous d'affiner notre offre de formation et donc de proposer des formations littorales. Et donc on est dans des locaux tout à fait splendides, on a un soutien sans faille de la municipalité, des acteurs professionnels du monde du tourisme qui sont tout à fait partie prenante. Donc c'est tout à fait de bon augure pour les prochaines années. En 2017, un Master 1 de niveau Bac plus 4 et en 2018, un Master 2 de niveau Bac plus 5 compléteront le dispositif de l'Institut supérieur du tourisme. Avant de se quitter, un mot de la météo. Ce sera encore du très beau temps ce vendredi avec du soleil et des températures plutôt stables, comptées à 10 à 15 le matin. Il fera 23 à 25 au meilleur de la journée. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.